Ouais, je voudrais juste à mon tour dire à quel point nous tous sommes réjouis d'avoir un temps de travail comme ça. On est au quotidien sur le terrain et depuis de longs mois mobilisés par de nouvelles façons d'appréhender l'accompagnement des jeunes avec cette crise dont on espère sortir bientôt. Et donc, ça fait du bien un peu, même si c'est toujours en visio, mais ça permet de raccourcir les distances, de pouvoir se retrouver ici. Je pense que dans la journée, on aura aussi l'occasion de parler d'autres expérimentations ou de les citer pour se dire que ce qui inaugure un peu ce rendez-vous autour du dispositif faisant appui sur les psychologues libéraux est une voie qu'on aura sans doute à prolonger. Dans le débat qu'on animera tout à l'heure, qui sera quand même assez court, je vais vous dire qu'on a l'honneur aussi et le plaisir d'accueillir pour nous accompagner dans la réflexion Patrick Cotin, qui s'exprimera après les deux interventions. Patrick Cotin, qui est non seulement président d'honneur de l'Association nationale des MDA, mais un des fondateurs du réseau des MDA, bien connu dans nos réseaux, dirige la MDA de Loire-Atlantique. Un article du Monde l'avait qualifié d'ambassadeur de la cause des adolescents il y a quelques temps. Et puis Patrick a aussi édité deux ouvrages, participé à deux ouvrages, celui sur édité chez RS qui s'appelle Accompagner les adolescents, et puis également une contribution dans la revue VST que je connais très très bien d'ailleurs, qui évoquait ces ados qui allaient mal. Voilà, donc on a ce regard croisé et cette expérience, puisque Patrick a aussi été fer de lance du dispositif d'expérimentation nationale qui s'appelle Écoutez-moi maintenant. Hein. Donc merci à Patrick, je sais qu'il est en ligne, de suivre ses travaux et puis de réagir en apportant son éclairage tout à l'heure lors du moment du débat. Je donne tout de suite la parole, je crois que c'est Ingrid qui va démarrer pour une présentation sur des questions de méthode et puis les façons dont, au préalable, on a mis en place ce dispositif avec ce témoignage, donc venant, on va dire, du Tarn, mais aussi avec des expériences de l'Ariège et peut-être aussi quelques références au Tarn-et-Garonne. Voilà. À toi, Ingrid, je te laisse à ta présentation. Bonjour tout le monde. Merci Bruno. Alors, on va intervenir à deux voix ce matin avec Didier Richaud. J'imagine que tu es en ligne aussi. Je suis là. Ah, super, voilà. Donc peut-être rapidement une petite présentation de nous deux. Donc moi je suis coordinatrice de la Maison des adolescents Tarn et j'ai été également directrice de la Maison des ados du Tarn-et-Garonne. Mes collègues parleront effectivement du dispositif sur le Tarn-et-Garonne dans un autre moment. Et je vais aussi, avec Bruno, on partage des responsabilités de coordination régionale des maisons des ados Occitanie. Voilà pour une présentation rapide. Et puis Didier, je te laisse te présenter. Oui, donc quant à moi, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Didier Richaud, je suis éducateur spécialisé et donc en charge de la coordination de la Maison des ados de l'Ariège. Depuis sa création, il y a maintenant 4 petites années. Voilà, donc avec Ingrid, on va effectivement à deux voix vous décrire un petit peu dans nos départements respectifs et au niveau de nos deux maisons des ados, comment ce dispositif est en train de se lancer. Voilà, on fait les choses un peu dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on vous décrit, nous, le travail un peu en amont avant que le dispositif soit en place. Ingrid, je te laisse la première partie. Ouais, l'idée, c'est un peu de ce matin, c'est de vous rendre compte un peu de ces réflexions qu'on peut avoir dans la mise en route en fait de ce dispositif, puisque effectivement toutes les maisons des ados ne sont pas au même niveau, au même point en fait sur cette question-là. Donc voilà, c'était le but de notre intervention. Peut-être du coup vous rappeler quand même, vous dire ce qu'il en est de ce dispositif avant qu'on démarre finalement ces matinales. En fait, l'ARS Occitanie, dans le cadre du CIPOM du coup, qui nous amène jusqu'en 2022,
à proposer en fait aux maisons des ados, alors certaines avec chaque année des maisons des ados qui s'incluent au dispositif, d'expérimenter donc la possibilité de prendre en charge des consultations psychologiques avec chez des psychologues libéraux à raison de alors selon les départements, je vais parler des plus petits départements qui nous concernent, le Tarn et l'Argiège, la possibilité donc de 5 consultations prises en charge à hauteur de 32 € pour 40 jeunes à l'année. Voilà l'idée de ce dispositif. Et derrière, avec du temps de coordination, on en parlera, peu financé, mais en tout cas un début en tout cas de financement. Et donc derrière, avec la possibilité d'un travail autour de la mise en réseau en fait de ces psychologues libéraux à l'initiative en fait des maisons des ados qui sont concernés par ce dispositif. Voilà, juste pour vous cadrer cette question-là. Donc, en tout cas, pour nous, c'est ce groupe GEPLO auquel on participe depuis 1 an et demi a été vraiment d'une grande utilité pour toutes les maisons des ados, pour vraiment partager ces différentes expériences, là où on en est chacun. Et puis de pouvoir faire justement ces allers-retours entre les autres maisons des ados et puis les équipes, puisque pour mettre en route en fait ce dispositif, c'est aussi vraiment un travail au sein des équipes pour le construire au sein de toutes nos MDA qui sont à la fois communes avec des missions communes, mais très très spécifiques les unes et les autres. Donc voilà, peut-être du coup Didier, je te donne la parole sur la fin de l'introduction. Oui, donc sur la question du démarrage, souhaite assumer, parce que je crois que c'est assez transversal à l'ensemble des projets que l'on mène dans nos maisons des ados, d'assumer que cela prenne du temps. Et on préfère, même si des fois on a pu écrire dans le cadre de nos CEPOM, par exemple, un démarrage au 1er janvier de 2021, par exemple, se donner parfois quelques mois, 6 mois de plus pour correctement lancer le dispositif. Donc, c'est une posture assumée de dire que voilà, dans ces dispositifs, c'est assez classique, parfois, de prendre le temps nécessaire à la réflexion, au repérage des nouveaux interlocuteurs. Je crois que je m'autorise à être le premier à dire, mais on parle de nos psychologues. Une fois le lapsus est arrivé lors de nos discussions il y a quelques temps, mais c'est vraiment ça, c'est de faire vraiment des psychologues libéraux, de véritables collègues de notre activité en maison des ados. Et donc ça s'organise, il faut qu'on se rencontre, que l'on s'associe, qu'on les associe le plus tôt possible dans la démarche. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on assume que cela prenne du temps. Et donc cette temporalité, ce processus, je crois c'est inhérent à nos métiers, c'est inhérent à nos fonctions, c'est inhérent à nos maisons des ados. Et je crois que quand on travaille avec des adolescents, des adolescentes, de pouvoir assumer que on est forcément dans une temporalité, un processus qui prend du temps. Je crois que c'est assez raccord. Voilà. Ingrid, tu décris un petit peu la première partie un peu institutionnelle, etc. Oui, donc pour continuer, effectivement, pour nous, en tout cas, inscrire ce dispositif, il doit vraiment s'inscrire dans notre projet global de maison des ados, notamment dans notre CEPOM, qu'on a tous signé avec l'ARS, et dans un acte un peu de contractualisation. Donc ça, c'est un premier enjeu, et que du coup, il doit définir aussi des choix qui vont être un peu stratégiques. On le met en place notamment, ça peut se discuter au cours de notre comité de pilotage départemental au niveau des maisons des ados, et c'est une discussion qu'on doit aussi avoir avec nos partenaires institutionnels, les responsables des MDA, la manière dont on peut intégrer cette question. Ensuite, c'est aussi comment on peut intégrer ce dispositif-là, cette nouvelle démarche finalement pour nous, sur des dispositifs déjà existants. Il y a tous les dispositifs actuels que l'ARS met en place, notamment les contrats locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale, les CPTS dont on commence à avoir un peu
leur développement, en tout cas sur les territoires, même s'ils sont encore un peu nouveaux. Mais tout ça, ça permet effectivement de faire travailler aussi le partenariat, de faire connaître ce dispositif, de s'appuyer sur des communautés aussi locales et puis surtout de développer en fait nos relations avec les professionnels libéraux, parce que finalement les maisons des ados c'est pas forcément des partenaires directs naturels, hein. Donc vraiment ça nous amène à travailler cette question-là. Et puis le troisième point, c'est vraiment comment on va pouvoir adapter ce dispositif-là au territoire. Toutes les maisons des ados, finalement, elles sont différentes parce qu'elles ont des territoires aussi différents, des constructions historiques différentes. Et donc, c'est vraiment dans cette même démarche qu'on essaye de le mettre en place. C'est pour ça, effectivement, que Didier disait, ça prend du temps, finalement, de le construire. Et il faut prendre ce temps-là. Donc, comment on va pouvoir articuler ce dispositif à notre territoire, à nos ressources locales, comment on va pouvoir l'intégrer avec les autres dispositifs existants, je pense notamment au point accueil écoute jeunes, aux missions locales, aux universités aussi. Enfin voilà. Et il y a tout un système aussi, on le voit depuis le contexte Covid, il y a eu aussi ce développement des consultations psychologiques. Les psychologues libéraux ont été beaucoup incités aussi et puis sollicités sur ces questions-là. Donc comment nous on va pouvoir mettre ça en place et comment on va pouvoir répondre et rendre lisible aussi cette multiplicité en fait de dispositifs qu'on trouve aujourd'hui sur nos territoires. Donc d'emblée, c'est vraiment un travail qui s'opère avec nos collègues Maison des Ados, avec nos équipes et puis avec vraiment nos partenaires. Voilà l'enjeu aujourd'hui, de comment on va prendre en charge cette santé mentale des adolescents, des jeunes, avec l'ensemble des dispositifs et des acteurs existants. Je te redonne la parole, Didier, pour justement travailler un peu cette question du public à qui on s'adresse à travers ce dispositif. Oui, moi je veux vous parler un petit peu donc du coup des jeunes, parce que l'idée de ce dispositif, c'est effectivement, comme l'a décrit Ingrid tout à l'heure, de pouvoir leur proposer en tout cas des consultations en libéral. Alors 5 à 10 consultations, les choses restent à définir, à décrire, mais en tout cas sur une prise en charge, on va dire relative, de durée assez courte malgré tout. Mais par contre, ce qui nous semblait important, c'était quand même d'essayer de réfléchir en amont, le plus tôt possible, de quelle typologie, quel type de jeunes, de problématiques cela pourrait être le plus intéressant. D'essayer de visualiser un petit peu quels sont les jeunes pour lesquels, effectivement, cette mise en lien, cette orientation, ce travail un petit peu de pair avec la prise en charge libérale peut avoir le plus de sens et être la plus efficiente. Je crois que c'est un travail justement qu'on se doit de porter le plus tôt possible avec justement le réseau en train de se constituer et donc de pouvoir se poser la question de l'âge. Est-ce que effectivement l'âge des jeunes qui est le plus propice à ce travail, à ce lien, une typologie des problématiques, je l'ai dit, des situations, peut-être aussi prendre en compte tout simplement les demandes exprimées par les jeunes. Parfois des jeunes qui nous disent voilà, moi j'aimerais bien aller vers de l'IDR par exemple, enfin moi en tout cas tel type de prise en charge. En tout cas, cet adressage, cette transmission doit s'articuler, se coordonner le plus tôt possible. Peut-être aussi avec la question des outils. Quel type d'outils? Est-ce qu'on reste toujours sur de l'informel? Est-ce qu'on se construit localement des outils de transmission? Tout ça, je crois, c'est à définir le plus tôt possible. Et nous avons, avec Ingrid sur le Tarn, souhaité intervenir sur le tout début, puisque c'est là où nous en sommes, sur nos départements. Et concrètement, c'est ce que l'on vit actuellement. La question de la durée de la prise en charge est souvent un argument aussi quand même qui est pas de l'ordre du détail, puisque
nous, en maison d'ado, on n'est pas censé non plus être dans une prise en charge au long cours. Après, bon, on adapte évidemment sur nos territoires, nos portages aussi. Enfin, comme l'a dit Ingrid, les choses sont à relativiser de territoire en territoire. Mais en tout cas, c'est quand même ce que spécifique. Il y a des charges communes, hein, une prise en charge quand même de durée assez courte, voire moyenne. Donc, je crois que on se doit de poser ces questions au travers de ce dispositif le plus tôt possible, je l'ai déjà dit. L'articulation, comme l'a dit aussi Ingrid, avec les autres dispositifs. Et moi, je pensais aussi au CJC. Hein, il y a peut-être beaucoup de choses à articuler avec la question des consultations aux jeunes consommateurs. Voilà, c'est ce qu'on est en train de construire actuellement sur l'Ariège. Voilà, je te laisse Ingrid la troisième et dernière partie. Alors, ce qui nous paraissait aussi intéressant dans ces dispositifs, c'était aussi ce travail finalement avec les psychologues libéraux, c'est-à-dire de pouvoir construire un réseau autour des maisons des ados et des psychologues libéraux, et que ce travail-là, finalement, une fois qu'on avait un peu débroussaillé et puis consolidé les contours du projet au sein de chaque maison des ados, c'était vraiment important de passer du temps sur cette coordination. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce que ce temps-là, il est pas, il existe pour le mettre en place, mais il n'est pas valorisé, en tout cas pour l'instant. Mais c'est vraiment essentiel, et c'est ce qui nous paraît être, enfin, les collègues vont en parler, hein, tout au long de ces deux matinées sur comment on peut inscrire finalement les psychologues libéraux dans ce dispositif. Donc c'est aussi comment on va alors nous on en est là effectivement comme disait Didier, c'est-à-dire essayer déjà de repérer l'ensemble des psychologues présents sur ce territoire, sur notre département ou sur quelques territoires au sein du département, de pouvoir prendre ces contacts-là, de les réunir, de faire des réunions d'information et puis ensuite de voir qui va pouvoir s'engager dans ce dispositif, puisque c'est sur la base forcément du volontariat, hein, et de ce travail nécessaire avec les maisons des ados. Donc ça prend du temps de repérer ces professionnels, de les rencontrer et ensuite de les intégrer à ce dispositif et de penser finalement leur présence dès le départ. Et c'est, comme le disait aussi Didier, c'est construire des outils pour ça. Et le réseau GEPLO est extrêmement intéressant pour nous tous, puisqu'on peut s'appuyer sur l'expérience des autres, les outils des autres, les adapter à notre contexte. Mais vraiment, cette formalisation, elle est vraiment importante. Et puis après, c'est tout ce travail qu'on va faire en interne au sein des maisons des ados pour intégrer ces nouveaux professionnels, puisque vraiment, on est dans un travail qui va se faire ensemble pour les jeunes, pour pouvoir donner du sens, hein, à ce travail-là, à ce partenariat. Et puis, évidemment, pour améliorer le parcours de soins et de santé de ces jeunes. Donc, comment on va pouvoir construire ces pratiques ensemble? Donc, vraiment, il y a quelque chose là qui va nous aider à définir le sens du partenariat, c'est-à-dire comment on va pouvoir partager nos idées ensemble, nos pratiques au sein des maisons des ados et au sein du libéral. Parce que c'est des choses assez différentes quand même. Donc, comment on va pouvoir se rencontrer sur ces questions-là? Comment on va pouvoir partager des outils communs? Comment on va pouvoir aussi connaître de façon plus fine l'approche clinique de chacun? On voit bien, hein, dans le réseau libéral, chaque professionnel, chaque psychologue a une approche assez spécifique, et comment nous, on va pouvoir avoir cette connaissance-là pour pouvoir rendre compte et pouvoir orienter le plus finement possible les adolescents vers ces prises en charge-là. Donc, on est vraiment sur cette dimension-là, en tout cas au début de la mise en place du dispositif. C'est important, mais ça prend beaucoup de temps, et du coup, ça fait que certains d'entre nous, on est encore à cette étape-là de contact, hein, de mise en contact, et en tout cas, c'est une étape essentielle.
Didier, pour on reviendra après dans les questions s'il y en a sur des expérimentations, enfin là où on en est dans nos territoires. Oui, c'est ce que je voulais dire justement en premier point de conclusion, c'est que évidemment, peut-être que cette présentation à deux voix ne vous aura pas suffisamment éclairé, mais ne vous inquiétez pas, les collègues sur les prochains temps vont être peut-être un peu plus concrets pour décrire le dispositif. Nous, on en est forcément sur des étapes un peu plus réflexives, puisque nous sommes, comme on le disait à l'instant, en amont de l'ouverture de ce dispositif. Une autre idée forte qui peut, à mon avis, faire un point de conclusion intéressant, c'est que finalement, ce dispositif permet peut-être de redéfinir un point essentiel de ce que doit être une maison des ados, c'est-à-dire de peut-être arriver à instituer, à créer, à faire vivre des réseaux, à faire réseau sur un territoire, alors un territoire donné, puisque évidemment, tous nos territoires ne sont pas toujours comparables, mais n'empêche que s'il y a un point qui, moi, me motive aujourd'hui, là où nous sommes, c'est-à-dire de ce dispositif, c'est effectivement cette idée de pouvoir faire réseau avec des collègues psychologues libérales qui, à ce jour, je trouve, on ne croise pas suffisamment, alors qu'on partage évidemment la même ambition et bien souvent le même public. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que faire réseau, cela nous oblige, nous engage à définir un petit peu ce que l'on mène comme travail, peut-être déjà au sein de l'équipe, Maison des ados. Moi, je m'attarde aussi beaucoup à ce que ce dispositif puisse être mené par l'ensemble de mes collègues de la Maison des ados, autant que par moi-même. Moi, sur la fonction de coordination, peut-être des maillons aujourd'hui importants, mais évidemment que mes collègues sont au même titre intéressés par l'émergence de ce dispositif. Et entre les maisons des ados, d'où ces matinales aujourd'hui, l'idée de partager entre nous et avec tous nos réseaux, nos partenaires, ces réflexions. Et puis donc, évidemment, dans le cadre de ce partenariat, qui est quand même pour moi quelque chose qui est hyper rare et donc hyper intéressant, c'est ce lien entre service public, service privé, enfin en tout cas monde libéral, secteur libéral, voilà, des complémentarités qui, je trouve quand même hyper intéressantes à partir du moment où on fait tomber quelques barrières, ça m'intéresse toujours. Voilà. Cette idée de faire réseau nous permettra, je pense, de davantage faire connaître les maisons des ados, que ce soit auprès des institutions, des partenaires, pourquoi pas de nos publics. Voilà, cette idée de coordination de réseau, moi, c'était peut-être ce que je voulais mettre en dernière idée de conclusion. Ingrid et moi-même avons peut-être des exemples qu'on se laisse de côté pour si jamais il y a des questions tout à l'heure après la deuxième intervention. J'invite les 127 participants à garder leurs questions pour le temps du débat de 10 heures. Vous les gardez soigneusement, on le fera. Et juste avant de donner la parole pour une deuxième séquence autour de la construction des critères d'inclusion et le travail de concertation à mes collègues du Gard, du Tarn-et-Garonne et de l'autre. Je ne sais pas dans quel ordre vous nous direz, vous ferez comme Ingrid et Didier, vous êtes auto-organisés sur cette séquence. Peut-être juste souligner, alors d'abord saluer la présence de Madame Myriam Stas de l'Agence régionale de santé, qui est notre référente pour les maisons des adolescents et sur ce dispositif expérimental. Elle est là depuis le début et à nos côtés, on va dire au quotidien, et c'est très précieux pour nous dans ce dialogue. Ce dispositif qui s'est intégré et qui a été présenté dans un cahier des charges en 2019 et qui a débouché sur nos contractualisations, prévoit cette expérimentation. Et j'ai envie de dire, je dis assez souvent que les questions on ne va pas parler d'innovation, mais plutôt d'expérimentation, sont un peu constitutives des maisons des adolescents. C'est-à-dire qu'on est amené un peu en permanence, au gré des besoins, au gré des outils dont on dispose, au gré des moyens, au gré de nos réflexions, de tenter des dispositifs nouveaux, des modes d'accompagnement. Et c'est vraiment, on est au cœur je dirais même de la constitution de ce qui fait aujourd'hui une maison des adolescents.
Je fais un petit détour. Bon, j'ai oublié de dire que je venais de la maison des adolescents de l'Hérault que je dirige avec 2 sites de travail à Béziers et à Montpellier. On est investi dans ce dispositif aussi, GEPLO, qu'on a travaillé avec notre interlocuteur départemental, Monsieur Barberio, qui actuellement est en congé parental, donc il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais c'est un partenaire aussi très très précieux. L'hypothèse de travail que nous avions fait, ma collègue Ariane Bonsimba, qui est en ligne aussi, pourra compléter s'il y avait des questions sur ce point. L'hypothèse qu'on a fait et la proposition qu'on a faite avec Monsieur Barberio de l'ARS, ça a été de plutôt, puisqu'on avait une enveloppe assez limitée malgré tout, de cibler notre intervention sur 2 territoires qui sont porteurs de contrats locaux de santé, avec 2 coordinatrices avec lesquelles on travaille vraiment excellemment bien. Et le parti pris qui a été fait, c'était plutôt de cibler, concentrer notre action sur des psychologues libéraux travaillant en maison de santé pluriprofessionnelle, sur 2 territoires, qui est le Cœur d'Hérault et qui est au Languedoc et Vignoble, hein, dans les piémonts des Cévennes. Voilà, c'est un dispositif qui peine à se mettre en place, faut le dire. Hein. Une expérimentation, ça doit faire ses preuves et s'installer, mais est pour autant intéressant. Peut-être qu'on va changer de stratégie. Et une réunion comme celle d'aujourd'hui et notre concertation régionale nous aide beaucoup mutuellement les uns et les autres à trouver les bonnes pratiques et les bonnes solutions. On est au travail de réflexion là-dessus et c'est plutôt intéressant. Donc, je voulais juste te dire ça. Et puis, parallèlement à ça, il faut te le dire, dans les expérimentations, on a le CROUS qui nous a aussi, on est plusieurs maisons des adolescents à avoir développé des permanences psycho pour les étudiants. Voilà. Alors, je donne la parole, Gare, Tarn-et-Garonne, Aude, dans quel ordre vous intervenez? Donc, on va intervenir d'abord l'Aude, ensuite le Tarn-et-Garonne et ensuite le Gard pour vous parler des critères d'inclusion. Comment on a réfléchi à la fois les critères d'inclusion des psychologues sur nos territoires, comment on a réfléchi les critères d'inclusion des jeunes, enfin voilà, comment on a en équipe parlé de tout ça et développé nos dispositifs chacun. Donc, moi, je vais vous parler plutôt de comment on a travaillé sur la question du territoire. Donc, je vais vous donner quelques données géographico-démographiques à la fois pour l'Aude, le Tarn-et-Garonne et le Gard, et pour vous montrer selon les endroits, on a fait des choix différents. Par exemple, le territoire audois, il est articulé autour de l'axe Narbonne-Castelnaudary, avec notamment 2 pôles, Carcassonne et Narbonne, qui sont tous les 2 pourvus d'une maison des ados, avec aussi des structures d'écoute comme le PAEJ, les CMP, les CMPP, enfin, il y a plein de dispositifs qui existent déjà. Mais les orientations vers ces structures, un peu comme partout, j'imagine, mais on aura l'occasion d'en discuter, sont souvent conditionnées, alors soit par l'urgence, le motif ou la gravité des troubles, quand elles ne sont pas simplement bouchées avec des listes d'attente qui sont vraiment énormes. Et après, en dehors de cet axe-là, le reste du territoire audois, c'est un maillage de petits villages dont la plupart sont complètement isolés et non pourvus de dispositifs destinés à la santé mentale des habitants. Donc, il y a 4 villes dans l'Aude qui sont plus dotées de psycho-libéraux et qui centralisent les services principaux de santé. Donc, nous, dans ce contexte-là, ce qu'on a choisi de faire, c'est de solliciter de manière exhaustive tous les psycho-libéraux du département. Et par courrier, et de fonctionner avec les personnes qui étaient volontaires. Le 82, donc le département du Tarn-et-Garonne, a un fonctionnement un peu similaire au nôtre, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de ressources qui sont sur 2 bassins, Montauban qui est la préfecture et Castel-Sarrazin qui est la sous-préfecture. Et le reste du département est aussi très rural, avec des problèmes de mobilité pour l'accès aux soins qui sont plus importants. Et hors de ces 2 bassins, l'offre des services de santé se trouve très vite sa limite. Donc, la MDA 82 a eu le souci de mailler un réseau de psychologues sur tout le département, notamment sur ces zones blanches et ces territoires éloignés du siège et de l'antenne, et notamment en limite de département. Donc, il y a 2 choses, il y a 2 notions communes sur l'Aude et le Tarn-et-Garonne qui sont la ruralité et puis la limite des services de santé, la difficulté de mobilité pour les jeunes et donc d'accès aux soins. Donc, on peut repérer 2 types de déploiement des dispositifs développés. Il y a ceux qui ont une visée départementale et ceux développés sur l'infraterritoire. Par exemple, dans le Gard, dans le dispositif à venir, dont on aura l'occasion de discuter par la suite aussi, c'est un fonctionnement un peu différent de celui du GEPLO, mais voilà. Ils ont choisi de cibler un territoire en particulier.
une communauté d'agglos pour favoriser l'accès à des espaces de consultation psychologique à des jeunes éloignés géographiquement de la maison des ados, pour proposer ces consultations en proximité du lieu de résidence des jeunes, mais également pour construire une offre d'accompagnement coordonné en assurant l'articulation de l'ensemble des partenaires. Le territoire limité facilite la connaissance des acteurs, du sanitaire, du social et de l'éducatif, et l'animation d'un collectif de psychologues, mais aussi des adresseurs. Donc, le territoire choisi a été l'objet d'un diagnostic de territoire au préalable. Donc, voilà comment, en fait, chacun, selon les territoires sur lesquels on intervient, on a choisi des fonctionnements un peu différents. Donc, voilà, je passe la parole à mes collègues du Tarn-et-Garonne. Je vais vous parler de la partie sur l'inclusion des jeunes. Donc, c'est un petit peu comme la question géographique au sujet de l'inclusion des jeunes. Sur les 3 maisons des ados que nous sommes, on peut retrouver des points communs et puis forcément, il y aura des particularités. Donc, le premier point commun qu'on a pu repérer, c'est que l'orientation et l'inclusion vers le dispositif se fait toujours à partir d'un travail collectif. Pour l'Aude et le Tarn-et-Garonne, c'est lors de réunions d'équipe sur les maisons des ados que l'orientation vers le dispositif est discutée et où elle est pensée. Dans le Gard, c'est collectivement que les psychologues libéraux et la maison des ados ont travaillé les critères d'inclusion et qui ont été du coup élaborés à partir de tous ces professionnels. Comme on vient de le voir, l'aspect géographique participe à l'inclusion ou non dans le dispositif pour les maisons des ados. Donc, comme l'a dit Aurélia, sur le Gard, c'est carrément un petit parti du département où les jeunes peuvent participer à ce dispositif. Sur le 82 et sur l'Aude, il y a des zones donc blanches qui sont privilégiées pour le 82 et sur l'Aude, c'est plutôt un maillage départemental. Donc ça fait partie de l'inclusion qu'on a à penser dans le dispositif pour les jeunes. Il est bon de noter que pour toutes les maisons des ados, par rapport à ce dispositif, c'est le jeune et sa famille ou sa famille qui font le mouvement d'aller vers les psychologues libéraux. Souvent, plusieurs noms de psychologues sont donnés aux jeunes et à sa famille. Et puis après, c'est à eux d'aller faire cette rencontre et ce mouvement-là est du côté du public. Un des critères d'inclusion les plus importants pour les maisons des ados, c'est la problématique clinique du jeune. Donc ça se retrouve sur toutes les maisons des ados, bien sûr. Donc certaines problématiques cliniques représentent des causes de non-inclusion au vu du nombre de séances proposées. Mais aussi du fait du dispositif en libéral. Certaines prises en charge ne sont pas à orienter vers le libéral et certaines problématiques cliniques demandent des prises en charge plus longues, donc ça peut faire partie de la non-inclusion dans le dispositif. On a eu quand même envie de noter que même pour les jeunes qui sont orientés vers ce dispositif, très souvent dans les maisons des ados, presque à chaque fois, la question du renouvellement des séances se pose parce que 5 séances pour un jeune, ça paraît peu. Et donc, très souvent, les jeunes qui ont été mis en place, enfin, qui ont été orientés vers le dispositif, on est amené à se poser la question, est-ce qu'on peut renouveler 5 séances pour ce jeune qui en a besoin et qui a besoin de continuer le travail auprès du professionnel qu'il a rencontré. Donc ça, c'est vraiment une option que toutes les maisons des ados se sont données pour pouvoir penser cette orientation aussi. Sinon, c'est vrai que très souvent, on bloque sur le nombre de séances. Voilà, je vais maintenant laisser la parole au Gard au sujet de la question de l'inclusion des psychologues libéraux dans le dispositif. Merci. Nous, on va vous proposer une intervention synthétique sur le thème donc, de l'inclusion des psychos dans les dispositifs en 2 parties, c'est-à-dire un temps qui va aborder un côté un peu plus méthodologique sur la façon dont les MDA sont allés à la rencontre des psychologues et dans un second temps plutôt consacré aux questions que la construction d'un tel dispositif a pu soulever sur les MDA et notamment dans la MDA du Gard. Donc, qui dit réseau de psychologues, dit psychologue. Voilà. Ce qui paraît une évidence, ne l'est pas toujours, parce qu'en fonction des territoires, il y a une forte représentation des professionnels. Je pense par exemple sur les métropoles, comme à Toulouse, ou très peu, notamment sur les territoires ruraux. Donc, au-delà des psychologues connus déjà en lien avec les équipes des MDA, les MDA, ils ont sensiblement procédé de la façon suivante, c'est-à-dire à savoir
contacter l'ARS pour obtenir la liste des psychologues étant titulaires d'un numéro ADELI pour chaque département concerné. Après avoir sélectionné les psychologues ayant une spécialité relevant du dispositif, c'est-à-dire que là on écarte par exemple les psychologues du travail ou les psychologues en gérontologie, c'est le territoire lui-même qui va déterminer la façon de procéder. Si le dispositif a une dimension départementale, les contacts se font plutôt par courrier ou par mail, tandis que si le territoire est plutôt restreint, les contacts se font par téléphone, voire même physiquement en se déplaçant directement au cabinet des psychologues. Donc, une fois ces premiers contacts pris, la plupart des MDA proposent une réunion d'information et de présentation du dispositif aux psychologues volontaires. Une des difficultés rencontrées pour les MDA cette année, c'est le contexte de santé publique. Je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, peut-être de tempétueux, parce que un nombre important de dispositifs de prise en charge en santé mentale ont vu le jour en urgence. Donc, je pense au chèque psy étudiant, au dispositif psy enfant ado. Donc, ceci a créé une grande confusion, voire même une certaine résistance au niveau des psychologues. Et les MDA, lors des réunions de présentation, ils ont eu à cœur de démontrer les spécificités des dispositifs coordonnés par les MDA. Donc, ces temps de rencontre entre MDA et psychologues sont des moments fondateurs de la culturation du réseau. Les critères d'inclusion, on l'a vu tout à l'heure, des jeunes, soit ils sont co-construits, soit ils sont présentés pour validation aux psychologues. La question importante de la rémunération y est débattue. La non-ingérence de la MDA quant à la pratique ou l'autonomie du professionnel y est garantie, comme le secret partagé ou les échanges d'informations. Bien sûr, ceci, c'est pas une liste exhaustive. Ces temps d'échange engagent également le lien entre les MDA et les psychologues. Des temps de travail, de réunions d'échange cliniques ou autres réunions thématiques sont déjà mis en place dans certains départements ou sont des projets à venir dans les autres. Le lien est également nourri avec les psychologues en les invitant à participer aux actions ou événements organisés par les MDA. Je pense notamment à des colloques ou des formations. Une fois le dispositif installé, les meilleurs ambassadeurs du dispositif sont souvent les psychologues inclus dans le dispositif lui-même. C'est-à-dire que lors des rencontres entre psychologues, par exemple sur l'installation de l'un d'eux dans un territoire, ceux qui œuvrent dans le dispositif présentent à leur homologue le dispositif tel Avenir ou autre. À titre d'exemple, le dispositif gardois, donc Avenir, 80% des psychologues libéraux d'un territoire font partie du dispositif. Donc, la construction de dispositifs comme ceux proposés par les MDA d'Occitanie ne découle pas d'un modèle type, mais c'est le fruit de réflexion afin qu'il soit adapté aux besoins de chaque territoire. Ce qui amène également un certain nombre de questions soulevées par les équipes dont va vous parler ma collègue Muriel. En effet, on voulait finir sur un petit peu de concret pour illustrer un petit peu comment ça s'était passé, parce qu'on a des intentions, on a des envies, on a des besoins pour les ados. Et dans le concret, parce que nous aussi, on en est au démarrage sur la maison des ados du Gard pour le sud du département. On a choisi, comme vous l'ont décrit mes collègues, de développer ce réseau prévu dans notre contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sur le sud du département, dans une zone éloignée, au-delà du dispositif Avenir qui est dans le nord, donc sur un territoire donné, et en l'associant complètement à l'équipe déjà existante de Nîmes. C'est-à-dire qu'il y a ici une équipe qui œuvre déjà à l'accueil des adolescents avec différents professionnels, des psychologues notamment, et qui vont devoir s'associer avec d'autres psychologues éloignés du département pour faire le même travail. Et on en est bien là, je crois que ça a été répété plusieurs fois. L'idée, c'est vraiment que le réseau des psychologues libérales, que l'espace d'accueil de la MDA de Nîmes travaillent de concert dans le même objectif. On avait besoin de cohérence. Donc, tout ce démarrage-là a été nécessaire avec l'équipe. Certains de nos collègues l'ont mentionné. Donc, une réunion d'équipe à la MDA pour dire on va aller chercher plein de partenaires sur le territoire a été vraiment nécessaire au départ pour construire tout ça. Et une première question s'est posée, est-ce qu'on travaille déjà avec des psychologues en libéral ? Et comment ça se passe ?
Et en effet, on travaille déjà avec des psychologues en libéral et en effet, il y a un vrai respect, mais il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas et déjà, on va aller vers eux pour présenter le travail que l'on mène à la MDA, de ce qu'ils en connaissent. Et on a été parfois assez étonnés que finalement, ils ne connaissaient pas forcément ce qu'on pouvait proposer et que nous-mêmes, nous ne les connaissions pas tant que ça et qu'en effet, on pouvait orienter vers eux de telle façon ou pas. Donc, il a valu aller vers ces psychologues au-delà de la lettre d'information. En allant à la rencontre de ces psychologues, eh bien, en fait, on s'est rendu compte plein de fois que même s'ils n'avaient pas le dispositif pour des raisons qui leur appartenaient, faute de temps, parce que la tarification ne correspondait pas, parce qu'ils n'étaient pas forcément prêts à s'engager tout de suite, on était d'accord sur des principes, ou en tout cas on se retrouvait clairement sur des principes d'accueil généraliste des ados, de difficultés qu'on trouvait similaires. On s'est vraiment retrouvé sur les constats. Une autre question s'est posée parce qu'on a décrit le cahier des charges en termes de file active et de nombre de séances, mais aussi parce que le cahier des charges de l'ARS qui nous est donné invitait à un suivi psychologique dans cette expérimentation après un primo suivi psychologique entamé en MDA. Je m'explique. On est dans un cahier des charges qui nous invite à être dans une prise en charge de courte durée de 5 séances de psychologue en MDA qui pourrait se poursuivre par ailleurs grâce à ce dispositif. Et la réunion avec MDA, et je pense que vous êtes de nombreux psychologues ici qui partageront peut-être cette idée, c'est qu'on ne peut pas faire 5 séances avec un psychologue et puis réentamer 5 séances avec un autre et que la question du transfert est essentielle. Donc, l'orientation vers le psychologue, elle ne peut pas se passer comme ça et il faut des liens différents. Donc, toutes ces questions-là, en fait, elles étaient essentielles dans la rencontre avec les psychologues. Voilà, pour vous donner une petite idée concrète, pour notre part, on a envoyé 24 lettres à des psychologues éloignés du dispositif. Un peu moins de la moitié, c'est-à-dire 10 psychologues ont dit qu'ils étaient intéressés par la démarche. On s'est rencontrés via des visios. Et puis, à ce jour, 3 psychologues se sont engagés. Donc, vous voyez que on démarre petit à petit, on prend le temps de construire les choses concrètement ensemble. On a validé, comme vous le disait mon collègue, les critères d'inclusion. Certains ont été discutés, d'autres pas du tout, parce que cela correspondait aux réalités et de la MDA et du travail d'accueil en libéral des psychologues engagés. Donc voilà, pour finir, je voulais vous dire que pour nous, c'est vraiment un soutien, ce réseau de psychologues libérales dans les zones éloignées qui vient vraiment soutenir le travail d'accueil des ados, qui jamais viendrait jusqu'à la MDA de Nîmes, même s'il y a parfois que 30 km entre le lieu de vie de l'ado et la MDA. Et parfois, ces 30 km, ils sont très éloignés et qu'un psychologue en libéral de proximité, de confiance, vient vraiment soutenir ce travail de première écoute. Donc, les freins, ils ont été énoncés, l'aspect administratif parfois, parce qu'on vous a parlé d'outils, de passage, de relais entre les maisons des ados qui reçoivent cette demande et puis le travail des psychologues en libéral, des outils de facturation aussi, pour être concret. Et donc, ce travail administratif qui va au-delà d'un travail classique en libéral de lien peut effrayer. Bon, la tarification des séances est revenue à de nombreuses reprises. Et puis, la question de la coordination du parcours. Alors, on vous a parlé de 5 séances dans le cahier des charges. On vous a parlé également d'une possibilité de renouvellement, mais on est dans quand même une prise en charge en libéral de courte durée. Et qu'est-ce qu'on fait après quand on n'a plus la possibilité de poursuivre? Donc, comment on pense finalement qu'on va être dans une courte durée et on pense déjà à la suite? Et les psychologues en libéral sont déjà dans cette démarche-là. On pense déjà au démarrage vers où on va. On évalue cette situation, mais on a à penser assez rapidement à l'aval. Et finalement, ce qu'on voulait finir, c'était sur une note positive. On a surtout des réponses positives, c'est-à-dire 3 psychologues qui se sont engagés parce qu'ils ont des possibilités, mais surtout l'ensemble des psychologues qui nous ont dit alors par contre, ce que vous proposez, ça nous intéresse, continuez à nous envoyer les comptes rendus, on va y réfléchir avec vous. Dans le concret, dans le qualitatif, on est prêt. Il y a une forme de militantisme clairement
pour aller vers un réseau qui fonctionne et qui est de qualité pour les ados, et une vraie volonté de travailler en réseau avec la MDA, parce qu'ils sont bien conscients aussi qu'ils peuvent se sentir isolés et qu'on a vraiment des points d'appui et du travail à faire ensemble. Je voulais quand même profiter de cette première séquence. Je vais donner très vite la parole à Patrick Cotin. Qu'on est dans un dispositif à travers ces matinales plutôt original aussi, c'est-à-dire que on est dans une expérimentation. Vous voyez, on ne cache ni les enjeux, ni les dynamiques, ni les potentiels, ni les espoirs de voir aussi de nouvelles coopérations se mettre en place, ni les problèmes que ça pose. Et on le fait, je dirais, comme souvent, à livre ouvert avec nos partenaires, avec l'ARS, en disant voilà où on en est, voilà comment on travaille. Ça demande évidemment beaucoup de temps et d'énergie, du temps qui n'est pas forcément facile à dégager, pas toujours financé d'ailleurs, mais qui nous permet d'avancer un peu collectivement. Du coup, je fais tout de suite la liaison avec Patrick Cotin, que j'ai présenté tout à l'heure, qui non seulement a une expérience, on va dire, ancienne et ancrée dans la MDA qu'il dirige depuis longtemps, en Loire-Atlantique, à Nantes et sur d'autres sites, mais aussi des responsabilités nationales au plus haut niveau, avec aussi un travail sur un dispositif assez similaire qui s'appelle Écoutez-moi. Et donc, on va demander à Patrick peut-être de nous éclairer, de nous renvoyer des éléments d'analyse et puis peut-être de réagir aussi, c'est le sens du travail là, aux premiers éléments qui ont été livrés par les collègues, avec l'idée d'un retour, d'un débat. Voilà. Bien, merci de me donner l'occasion effectivement de cette petite intervention pour rebondir sur ce qui vient d'être présenté et effectivement rappeler que ce dispositif Écoutez-moi que tu viens de nommer s'inscrit vraiment de manière importante dans un plan qui s'appelait le plan bien-être et santé des jeunes. Et c'est à ce titre-là qu'effectivement la NMDA avait été très impliquée au moment où j'étais à la présidence et sans doute pour rappeler finalement quelques enjeux que vous avez déjà les uns les autres un peu nommés, puisque finalement ce que vous présentez est l'illustration que quand on s'intéresse à ce qui se passe sur les territoires pour la santé des jeunes, on pense évidemment naturellement à permettre qu'ils puissent être rapidement pris en compte dans les soucis qu'ils peuvent rencontrer et là aussi naturellement à des accompagnements de type psychologique. Donc c'est ce qui au fond a conduit dans le cadre du plan bien-être et santé des jeunes. Je vous invite à peut-être retourner le regarder pour ceux qui en ont qu'un souvenir un peu vague. En tout cas, nous, à la NMDA, ça avait été un moment très, très important pour pouvoir essayer de prendre en compte un certain nombre de besoins sur les territoires que je vais rappeler et autour de plusieurs enjeux. Donc, peut-être que le premier enjeu qui a été celui qui a conduit à notre expérimentation Écoutez-moi a été celui du repérage précoce. Vous l'avez en partie évoqué sur les territoires et notamment sur les territoires qui sont un peu des dispositifs existants dans les villes principales de nos départements. Il y a souvent un enjeu qui est à la fois celui du repérage précoce, mais qui est plutôt celui, au fond, de la prise en compte des soucis rencontrés par un jeune quand il a été repéré. Et dans le cadre du plan bien-être et santé des jeunes, l'enjeu était de faciliter, quand quelque chose pouvait être repéré au sein des établissements scolaires, la prise en compte de besoins d'accompagnement des jeunes. Et donc, ce premier enjeu de repérage précoce est évidemment fondamental et on y reviendra sur la dimension de coordination des territoires et la place que les maisons d'ados occupent. Le deuxième enjeu, très, très important, était celui de renforcer au fond les moyens de la médecine de ville, c'est-à-dire la possibilité pour les médecins généralistes, notamment, de pouvoir adresser rapidement des jeunes donc là, en l'occurrence des psychologues, pour pouvoir prendre en compte les premiers indicateurs de mal-être que les médecins généralistes peuvent repérer et dont ils ont souvent bien du mal à traiter eux-mêmes, évidemment. Et le troisième enjeu majeur, donc après le repérage et le renforcement de la médecine de ville, c'était vraiment la question de la coordination des acteurs sur les territoires. Ce qui explique pourquoi les maisons des ados ont été considérées comme étant au cœur de ce dispositif bien-être et santé des jeunes. Et dans la
la coordination des acteurs, dont vous avez là aussi beaucoup parlé, évidemment. Il fallait trouver un acteur qui puisse, dans le cadre de son exercice un peu habituel, être en lien avec un nombre d'acteurs en santé important et faire ce travail d'articulation et de fluidification au fond des parcours de santé, puisque c'est ça l'enjeu majeur du plan bien-être, mais aussi de l'expérimentation Écoutez-moi, de la possibilité pour les médecins généralistes d'adresser rapidement à des psychologues. Évidemment, vous comprendrez bien aussi qu'il y a un enjeu très important pour l'assurance maladie, qui est d'intégrer un métier nouveau dans la catégorie des professionnels pouvant bénéficier de remboursement pour les patients et pas pour les professionnels. Il ne faut pas oublier que ce sont les patients qui sont remboursés. Et donc, l'enjeu de pouvoir intégrer effectivement un nouveau métier, celui de psychologue, alors avec en contrepartie l'enjeu majeur pour les psychologues, c'est d'intégrer effectivement un dispositif en santé et donc quelque chose qui a à voir avec de la paramédicalisation, évidemment, qui est une des raisons des résistances importantes des psychologues, en dehors du coût de remboursement, évidemment, qui est aussi discuté et discutable. Donc voilà, à ce stade, l'expérimentation Écoutez-moi portait donc sur 3 territoires. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du dispositif, mais 3 territoires, un certain nombre de départements impliqués, avec une perspective qui était de terminer cette expérimentation à la fin de l'année 2021, qui était un peu prolongée du fait de la situation sanitaire et qui, comme ça a été dit aussi, a été en partie perturbée à la fois par la crise sanitaire elle-même, mais aussi par le fait qu'un certain nombre d'autres dispositifs sont venus être proposés pour prendre en compte la situation en santé mentale des jeunes que l'on sait problématique aujourd'hui. Donc, peut-être, voilà rapidement comment je qualifierais ces enjeux que vous repérez bien aussi sur les territoires, avec probablement l'enjeu majeur, enfin celui en tout cas, moi, qui me semble majeur, qui est celui de faire en sorte que ne soient pas isolés quelques professionnels que ce soit qui puissent rencontrer des ados en difficulté, et d'où l'enjeu du repérage précoce et de la possibilité, quand on a repéré quelque chose, de pouvoir l'orienter, en faire quelque chose au fond. Donc, renforcer la médecine de ville est aussi du même ordre. Donc, la coordination des acteurs par les maisons des ados est vraiment essentielle. Et on voit à l'expérimentation, écoutez-moi, que les territoires sur lesquels s'est mis en place cette expérimentation, quand ils étaient déjà bien investis par la maison des ados, qui était bien présente, le dispositif a été nettement facilité, l'implication des psychologues et des médecins également. Voilà, donc je pense qu'on peut peut-être avoir un débat sur ces questions de coordination, de moyens à la coordination, je l'ai entendu aussi, et c'est important de le considérer. Les maisons des ados, si vous vous souvenez, dans le cahier des charges, le premier métier que l'on a mis dans la liste des métiers nécessaires pour une maison des ados, c'est la fonction de coordination, qui sont essentielles à la réussite de ce type de dispositif. Philippe ? Oui, c'est plus une réflexion à partager avec vous sur l'idée que ce qu'on a cherché un peu à balayer dans cette première partie de matinée, c'était notamment ces enjeux d'acculturation. Je crois qu'il y a une vraie responsabilité dans la mise en œuvre de ces dispositifs de pouvoir organiser cette acculturation. On a beaucoup parlé du lien entre les maisons des adolescents et les psychologues libéraux. Je crois que ces liens se jouent aussi avec l'ensemble des partenaires qui sont les adresseurs, qui orientent vers ces dispositifs et qui sont les premiers en contact avec les adolescents, qui repèrent un mal-être et qui sont en demande de ces orientations. Donc, Patrick l'a rappelé, c'est le cas beaucoup pour la médecine de ville. C'est aussi le cas pour nombreux de nos partenaires immédiats que sont l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, les secteurs de l'animation, les secteurs de la prévention spécialisée. Et ce que démontrent ces dispositifs dans leur mise en œuvre au départ, puisque c'est ce dont on parle là sur ce début de matinée, le démarrage, c'est cette capacité de ces dispositifs justement à faire se rencontrer des professionnels qui sont issus de cultures professionnelles très différentes et à les accompagner dans la construction d'une lecture commune à la fois des enjeux cliniques et éthiques de ce que traversent les adolescents,
pour que justement les dispositifs fonctionnent ensuite de la manière la plus efficiente possible. Ça suppose qu'effectivement les professionnels qui sont en lien, adresseurs, professionnels des MDA et puis psychologues dans les prises en charge, partagent ensemble une lecture commune des situations, un vocabulaire commun, des représentations communes, et c'est ce qui leur permet ensuite de vraiment de coopérer. C'est pour ça que plusieurs équipes ont beaucoup insisté sur ce temps incompressible au démarrage des dispositifs qui doit permettre que se construise cette acculturation réciproque et qui finalement organise une montée en compétences collectives, puisque chacun est amené à prendre la mesure de ce qu'est le quotidien de tel ou tel professionnel dans son milieu d'exercice. Quand on est infirmière d'éducation nationale, on n'est pas à la même place que quand on est éducateur de prévention spécialisé dans la rue ou quand on est accueillant au sein d'une MDA. Et c'est, je crois, cette prise de conscience de ce qui fait la diversité du panel des professionnels à mettre au travail ensemble qui permet ensuite que tout ça se mette en fonctionnement optimal. Oui, juste pour prolonger ce que dit Philippe, effectivement, l'enjeu majeur de l'expérimentation n'était pas au fond de vérifier qu'il y avait un intérêt pour un adolescent à aller voir un psychologue. Ça, c'est renseigné, c'est documenté, il n'y a pas besoin de le documenter davantage. Par contre, l'enjeu, c'était de vérifier si sur les territoires, cette expérimentation avait un effet sur le travail de réseau et sur la capacité des acteurs à mieux articuler et se coordonner pour des parcours de santé plus fluides. Et là, aujourd'hui, après quelques 2 ans maintenant d'expérimentation, on sait que cet enjeu-là, il est majeur. Et dans ce que tu évoquais, Philippe, la question au fond, c'est pas tant le repérage précoce qui pose question, puisque ça, les professionnels, quels qu'ils soient, savent repérer un jeune qui a des soucis. Ses comportements en attestent suffisamment pour qu'il soit facilement repérable. C'est plus qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ce que l'on a repéré. Et on sait à quel point, quand on ne sait pas du tout ce qu'on va faire d'une question, on peut l'éluder et même ne pas la voir. Du coup, c'est vraiment cet enjeu-là qui est le plus important. Et nous, des maisons des ados impliquées dans le dispositif, on fait de cet enjeu, de cette expérimentation, écoutez-moi, et de son évaluation, l'enjeu principal qui permettra de dire probablement que, notamment pour les psychos et les médecins qui sont impliqués avec nous dans ce dispositif, puisqu'on a l'organisation de staff clinique régulier, ces réunions qui permettent de reprendre des situations vues par les médecins ou les jeunes, l'effet que ça aura produit sur leur activité propre. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser, notamment aujourd'hui, avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser, qu'on traverse encore aujourd'hui, le fait qu'un certain nombre de psychologues sont isolés dans leur pratique. Et sur les territoires, certains, en tout cas, on constate qu'un certain nombre de psychologues arrêtent leurs accompagnements parce que l'accompagnement lui-même est trop compliqué pour être seul dans son cabinet. Donc la mise en lien de tous ces professionnels entre eux est vraiment fondamentale. Et d'ailleurs, si les maisons d'ados ont été impliquées aussi dans ce dispositif, c'est en partie pour garantir que personne ne reste isolé et que l'organisation de cet accompagnement se fasse dans de bonnes conditions et que s'il était nécessaire aussi, disons plutôt autrement, si l'accompagnement de type psychologique était insuffisant, il était facilement possible de l'intégrer dans d'autres prises en compte de type maison des ados ou pédopsie, puisque un des enjeux aussi, c'est d'intégrer la psychiatrie dans ce dispositif. Alors, du coup, je fais quand même une remarque, c'est de dire que non seulement aujourd'hui on est sur un travail, une présentation d'un dispositif extrêmement concret, on va parler des outils, de la façon dont on travaille, donc on est sur du concret, du terrain, mais on ne peut pas oublier aussi qu'on est dans un environnement il y a 2 caractéristiques qu'on veut souligner, c'est celle de la dimension de service public des maisons des adolescents, donc y compris d'ailleurs avec une ambition de servir l'ensemble de territoire, d'éviter les zones blanches, d'aller vers les jeunes, etc. Donc cette
question de service public est très important et qu'on est aussi au cœur d'un fonctionnement qui est particulièrement interinstitutionnel. C'est pas le cas de tous les dispositifs. Et donc, là, on l'a vu à travers ces dispositifs qui sont un peu anciens, à venir. Écoutez-moi, il y a déjà un background, mais la crise a aussi amené d'autres réponses. Didier l'évoquait tout à l'heure. Et donc, charge à nous de faire en sorte que cet enjeu de meilleure articulation entre nos établissements de services publics, mais et aussi le secteur libéral se passe bien finalement, parce que voilà, c'est pas si simple. On arrive avec des tarifs, on arrive avec des moyens, on arrive avec des habitudes. Là, sur certains territoires, ça a été évoqué. On sait qu'en Occitanie, la réalité des coopérations et de travail d'articulation est très différente dans ce qui concerne nos relations avec les PAEJ, par exemple. La situation dans le Gard, qu'on connaît bien, ou dans l'Hérault, nous, qu'on connaît bien, n'est pas du tout la même. Donc, la coopération ne se prend pas les mêmes formes. Il faut aussi faire du sur-mesure à chaque fois. C'est un des défis qui s'offre à nous aussi, mais c'est le sens d'une expérimentation. Sonia, à Avenir 30. Alors, ma question porte sur la première intervention de Monsieur Richaud et Madame Potier, ce qui a éveillé un petit peu mon attention notamment, et je pense qu'il y aura un axe de travail intéressant sur le nombre de séances. On parle de 5 ou de 10. Dans le dispositif à venir, alors je suis psychologue libérale engagée dans un dispositif qui fonctionne très bien depuis quelques années. Et il n'y a pas de limite de séance, en tout cas pas 5 ou 10, il y a des protocoles renouvelables. Donc moi, ma question sur ces choix de 5 ou 10 séances, j'aimerais savoir ce qui détermine quels sont les critères ou les idées techniques qui sont derrière l'idée de 5 ou de 10 séances. Quel sens ça a? Quel sens sur le plan technique et clinique presque? Et puis, je dirais ensuite, bon, ben ça sera peut-être à travailler. Ce serait intéressant de se poser la question, effectivement, de ce que ça fait vivre aux jeunes, d'avoir 5 ou 10 séances, ou aux psychologues également. Qu'est-ce qu'on engage? Parce qu'on reçoit des jeunes, il y a un temps quand même pour constituer un minimum d'alliance avec le jeune, ça prend au moins une ou deux séances. Donc, je trouve que c'est important de voir ce que ça fait vivre pour chaque partie. Et puis ensuite, je crois que Madame Potier ou Monsieur Richaud ou d'autres l'ont évoqué, ou même Muriel Gauthier, qu'est-ce qu'on propose ensuite? Mais d'abord, sur quoi on détermine le choix de 5 ou 10 séances? C'est-à-dire, sur quoi on se fonde pour déterminer cette limite? Merci Madame Chabal. Ingrid, Didier? Oui, bon. Le regard de Patrick aussi sur ces questions. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'au départ, on est pris en fait dans la manière dont l'ARS aussi a proposé la mise en place en fait de ce dispositif, cette expérimentation. Donc pour l'ARS au départ, effectivement, il y avait la question de 5 séances. Comme le disait Muriel, on est aussi sur le travail de maison des ados, sur une prise en charge courte. Donc, il y avait cette idée-là, je pense aussi. On s'aperçoit à l'expérience que on le propose comme tel, finalement, aux jeunes, aux familles, dès le départ, parce que ça fait partie de la manière dont il a été défini, mais que l'expérimentation, puisque ça aussi, on était quand même d'accord aussi avec l'ARS pour se dire qu'on expérimente quelque chose, donc c'est pas fini, c'est pas on s'autorise à des choses différentes, et que du coup, nous, on est partis les uns et les autres sur la possibilité d'aller jusqu'à une dizaine, c'est-à-dire de pouvoir renouveler une fois ces 5 séances. Ça ne veut pas dire finalement, dans le Tarn et Garonne, les collègues en parleront aussi, il y a des jeunes qui vont être sur 3 séances et c'est suffisant finalement, ça s'arrête avec le psycho d'un commun accord. Et pour d'autres, on voit bien qu'au-delà des 5 séances, il faut poursuivre. Ça peut pas s'arrêter comme ça. Donc, du coup, ça fait aussi partie du dispositif qu'on va discuter finalement en interne. Et alors, pour le 80, puisque nous, on a fait juste une intégration d'un jeune pour l'instant sur le Tarn, et on voit déjà avec la psycho qu'on est déjà à 3 séances et qu'on est encore au tout début.
vraiment de ce temps d'accrochage. Donc effectivement, là, ça va faire partie. Je crois que l'expérimentation de tout le monde sur l'Occitanie, mais je pense aussi à Écoutez-moi et puis aussi à ce que vous expérimentez sur le dispositif à venir, que ces questions-là de nombre de séances, elles doivent effectivement trouver du sens et trouver du sens pour le jeune d'abord. Je pense que c'est lui qui est au cœur du dispositif et comment on va pouvoir travailler ça aussi avec le psychologue libéral. Et enfin voilà, c'est vraiment un enjeu parce que nous, Maison des ados, on voit bien en interne que sur le suivi psychologique, ça peut être de très courte durée. Comme ça peut se prolonger dans le temps, mais qui est un temps quand même différent de ce qui va se produire, par exemple, en CMP sur un temps de suivi en psycho, qui pourrait durer longtemps. Et en même temps, c'est des allers-retours. Il y a quelques situations, effectivement, de jeunes, ça fait 2 ans, 3 ans, avec des allers-retours qu'ils reviennent sur la maison des ados pour rencontrer la psycho. Donc, vraiment, c'est des enjeux qu'on va vraiment pouvoir travailler tous ensemble et en même temps au cas par cas, cette question-là, me semble-t-il. Si je peux prolonger dans la suite de ce que vient de dire Ingrid, effectivement, la question s'est beaucoup posée pour Écoutez-moi du nombre de consultations proposées. Et au final, d'abord, il faut préciser que ce dispositif ou cette proposition sont pas pour engager des thérapies. Et là, effectivement, peut-être davantage sur une question cliniquement de remédiation ou de médiation, davantage que de thérapie. Du coup, la courte durée, si on peut considérer comme cela, 10 à 12 séances, à l'adolescence, dans le cadre de quelque chose qui n'est pas de la maladie psychique ni de la souffrance psychique grave, mais plutôt du côté du mal-être, on sait que c'est opérant. Et à l'expérience aujourd'hui, sur la Loire-Atlantique, on a un peu plus de 200 jeunes suivis dans le cadre d'Écoutez-moi. Les 10-12 séances sont utilisées d'ailleurs, pour la plupart, mais voilà, pas renouvelées. Et pas de nécessité à proprement parler de renouveler. Sachant il n'est pas exclu qu'il y ait besoin dans un second temps. Mais on sait aussi que se concentrer à l'adolescent sur un temps assez court est plus fécond pour l'adolescent lui-même, qui a du mal à s'engager sur la longue durée, sauf à être du côté effectivement d'une pathologie ou d'une maladie psychique. D'où ces 12 séances qui sont aujourd'hui, dans ce que j'aperçois, plutôt un nombre correct. Oui, ça souligne d'ailleurs le point qui est évoqué ici. En rentrant dans le détail de quel type d'adressage, sur quelle situation, quel préalable, etc., permet de garantir que le dispositif tel qu'il est présenté là restera borné sur ce qu'il peut recouvrir et qu'il ne soit pas à la porte ouverte à toutes les prises en charge, parce que ça serait pas possible, ça n'est pas, voilà. Donc, il y a aussi ce travail très, très fin. Et donc, ça s'analyse à travers les outils, les procédures, la communication autour de ce dispositif pour éviter qu'il soit pris pour ce qu'il ne peut pas être, en fait. Oui, d'où la nécessité, je réagis au commentaire de Pierre aussi, dans la marge, qui partage aussi cette pratique-là. Il y a quelque chose du côté d'un contrat d'engagement avec un adolescent qui est scandé sur des périodes. Mais dans le même temps, on sait qu'on a construit des dispositifs dans le souci premier de répondre à une demande d'un adolescent. Donc, à la fois, je revenais tout à l'heure sur la nécessité de bien travailler en amont les critères d'inclusion avec les partenaires, puisque c'est ce qui va aussi permettre de limiter le champ des possibles et pour qu'il soit compris de chacun des acteurs, y compris de l'adolescent lui-même. À la fois, dans notre responsabilité quand démarre un accompagnement par un psychologue libéral dans le cadre de ce dispositif, évidemment qu'il s'agit de ne pas interrompre un travail qui demanderait à être prolongé. Donc on est toujours dans ce souci d'équilibre permanent. La pratique démontre que dans 99,8% des cas,
Effectivement, comme le constate Patrick, 10-12 séances peuvent suffire. Si ce n'est pas le cas, ça doit s'interroger, mais dans tous les cas, évidemment, le lien qui s'est construit avec le psychologue doit être préservé. Ça nous agite beaucoup ensuite sur la manière de construire l'après. Mais ce qui reste dominant, c'est le soutien qui est proposé à cet adolescent pendant ce moment-là. Je vais donner la parole à Madame Hinda Chenet. Ce sera peut-être la dernière intervention. Je sais que Patrick, comme pas mal d'entre nous, enchaîne les visios. Est-ce que tu veux dire un mot juste avant de rejoindre ton autre visio? Et on donne ensuite la parole. Oui, et pour rebondir sur le message qui vient d'être dit sur le manque de moyens, CMP et autres, c'est toujours un peu la difficulté d'expérimenter des dispositifs dans un contexte de manque dans l'ensemble de la filière dans lequel s'inscrit le dispositif lui-même. Donc effectivement, mais justement, ce dispositif ne peut pas se substituer à la mission que remplissent les CMP ou la psychiatrie de ville d'ailleurs. Donc voilà, il faut vraiment circonscrire à quoi il sert, pour qui et comment il est effectivement organisé pour répondre à ce point précis qui est de renforcer la médecine de ville, permettre un accès facilité à des consultations de psychologues sur une durée relativement courte, mais qui ne vient pas prendre en compte la nécessité de soins psychiatriques ou psychiques quand ils sont nécessaires. Voilà, il faut vraiment le laisser à l'endroit où il a été pensé. Et c'est aussi pour ça que je rappelais qu'il s'inscrivait dans le cadre d'un plan bien-être et santé des jeunes beaucoup plus large, qui fait de 9 actions la possibilité pour un territoire d'avoir une prise en compte complète de la situation de mal-être des jeunes, dont la psychiatrie fait partie, et comme un des éléments parmi d'autres. Merci Patrick, et tu nous rappelles aussi l'importance que nous avons à rester en lien au sein d'une association nationale qui va bientôt organiser ces nouvelles journées nationales à Biarritz. Voilà. Madame Hinda Chenet. Tout à fait. Merci de me laisser la parole. En fait, j'avais une question sur, peut-être même avant la mise en œuvre du dispositif, au fond, en deçà du dispositif expérimental, ce qui avait orienté le fait d'aller vers une pratique libérale, et tout simplement pas le fait que les ados soient reçus par les psychologues au sein des MDA. En fait, qu'est-ce qu'il y avait parce qu'on est dans un temps d'après. C'est vrai que moi, ma question posait plutôt sur un temps d'avant, en fait. Parce que je trouve que ça rejoint aussi la question de l'instruction du 17 mai sur les maisons de santé, effectivement, la question des pratiques libérales, enfin, tout ce qui peut se jouer de manière nationale là, sur des questionnements de pratiques libérales et en tout cas de financement qui amène le service public, en tout cas, à être un peu moins acteur dans les prises en charge. Je pense qu'on ne peut pas imaginer que c'était à la place d'eux et qu'il y avait aussi un travail d'appui sur, d'éviter les zones blanches, de pouvoir aller vers les jeunes là où ils sont et peut-être aussi cet enjeu du travail des articulations avec. On parle des psychologues ici, mais l'ambition est aussi avec l'ensemble du secteur libéral. Voilà. Qui veut bien donner peut-être du côté du Gard, puisque ça fait quand même un moment que le dispositif Avenir existe, et comment vous l'aviez pensé à l'époque, sans qu'il y ait forcément d'instruction de jeunesse de l'ARS à ce moment-là? Si j'ai bien compris la question, c'est pourquoi pas un accueil en MDA en déployant plus de ressources psycho en MDA, qui serait une structure publique d'accueil et d'écoute psycho. Peut-être parce que vous avez un profil plus public de l'hôpital de Laval. Nous, on est tout à fait associatif, donc je m'entends pas en tant que MDA dans structure publique. Et là, ce serait plutôt CMP, CMPEA, qui ont une grosse difficulté d'accompagnement dans notre secteur. Alors, certaines MDA ont choisi de faire des permanences dans des zones éloignées. Ici, nous, on avait jusqu'à récemment un seul site en plein centre du département du Gard, un seul site d'accueil, avec une équipe de psychologues mise à disposition et avec même pas un équivalent temps plein de psycho. Donc, si vous voulez, voilà, soit on a tout le monde sur Nîmes, et c'est aussi une autre difficulté où on se rend bien compte que des ados, des familles de partout ne peuvent pas se rendre sur Nîmes.
pour venir rencontrer un ado à la MDA. Soit on va déployer des permanences dans plein d'endroits, mais il faut aussi des ressources, ou soit on fait le choix, et c'est celui qu'on a fait, hein, Philippe, tu pourras peut-être en parler plus que moi, c'est de se dire, mais il y a déjà plein d'acteurs qui font du bon travail et des dynamiques existantes sur les territoires où il y aurait ce besoin, et on va s'appuyer sur eux, et les psychologues libéraux en font partie. Mais il y a d'autres structures, il y a des PAEJ, il y a plein d'autres structures et des maisons de santé sur lesquelles on va s'appuyer, et c'est tout ce travail de coordination, justement, au plus près des territoires. Merci. Juste pour la maison la MDA de Laval n'est pas rattachée, en tout cas à l'hôpital directement, mais je pensais aussi à cette question d'accessibilité en termes de services publics plutôt, pas forcément. Enfin voilà, c'est-à-dire que la porte ouverte d'emblée. Voilà. Merci pour votre réponse. Oui, merci. Oui, pour terminer sur la discussion là qui s'engageait, hein, effectivement, je crois que la responsabilité des MDA, elle est à la fois du côté de l'accompagnement, mais à la fois aussi du côté de la coordination. C'est pour ça qu'on ne peut pas ouvrir des espaces d'accueil et de consultation partout sur le territoire, mais plutôt essayer de valoriser et capitaliser, ce qu'a très bien dit Muriel, hein, sur les ressources qui sont déjà existantes, et pour que des réseaux se structurent aussi en dehors des maisons des ados. C'est pour ça qu'on pense en termes de maillage territorial, de géographie de la santé sur un territoire. On est tous sur des départements très complexes, avec des zones rurales, maritimes, montagnes, etc. Et évidemment, les MDA ne pourront pas être partout. Par contre, leur vocation, c'est d'essayer de coordonner partout une offre qui soit cohérente au regard des bassins de population. Donc, si elles peuvent soutenir en ingénierie de projet la mise en place de dispositifs qui sont même en dehors de leur giron ou de leur responsabilité, je crois qu'une partie du travail est faite.